Oui, c'est bon. Tu partages. Bon, j'arrête le partage dans ce cas-là, à mon niveau. Oui, oui. Oui, alors. Normalement, c'est en train de partager maintenant. Ok. J'ai arrêté, c'est ça? Oui, Est-ce que vous voyez mon écran? oui, oui. Tu nous partages ton écran. C'est partagé normalement. Ok, non, mais donc tu as fait le partage, et ben, ça apparaît petit, et ben, c'est quoi le problème? Je peux zoomer. Ouais. C'est mieux? Oh, alors, tu nous expliques. Chaînage avant. Donc tu as commencé Bon, par. oui, Alors je les vais règles. le Tu as chaînage combien de avant. règles? Donc, en utilisant une règle à R3, on trouve ce nouvel état, mais on trouve un blocage, un échec. Aucune autre règle ne peut être appliquée. Pour les autres, vous voyez l'écran, ton écran. Oui, madame. On doit l'épingler normalement. Oui, oui. Alors, Pour l'agrandir. tu expliques chaînage avant? Donc, pour le chaînage avant, on peut utiliser uniquement la règle R3, qui nous donne VP peut nous donner P. Donc, on F3, l'ajoute. c'est laquelle? Remonte, remonte. C'est le voiture police dans le police. Normalement. Voilà, donc on va déduire quel fait? On va déduire P. Bon, je dis Police. Ok. ici. Ok, Au donc bout la de base ce de cas, faits, on aura ce qu'on avait, les 4 faits, et plus on police. ajoute le P, voilà. Voilà. Et si on Continue? trouve un échec, on ne peut plus utiliser aucune règle. Oui. Donc, blocage. Fin du chaînage avant. Alors, est-ce que c'est tout le monde qui est d'accord pour le chaînage avant que blocage finalement? Pour les autres? On ne peut pas utiliser le modus Justement, tollens. justement. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le modus tollens et quelle règle dans ce cas-là? On l'applique pour la règle 4 normalement. Règle 4. Euh, non, La la règle 5. règle 5, je pense. La règle 5. 5, c'est quoi? Glissant nous Bon, donne G, c'est non sec. glissant, c'est ça? C'est ça. Oui, Alors, la 5. Nous avons glissant implique non S. Non S, c'est quoi? Non sec. Sec. Voilà, ok. Alors, comment l'utiliser dans ce cas-là? On peut déduire S donne non G. Oui. Et là, on peut appliquer donc cette règle. Donc, nous avons police et nous avons la R5, c'est glissant, implique non S. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser de la base pour utiliser On R5? peut sec, utiliser sec. Tu expliques, Bessay? On utilise sec et après on fait le modus tollens. Puisqu'on a Oui. le sec, c'est le non-Q. C'est le non-Q. On peut déduire que c'est non glissant, non que G. c'est le non-P. Par Voilà, modus donc on peut tollens. déduire le sec Le Le non non, glissant, le à non partir glissant. de R5. oui. Voilà. Ensuite, tu remontes dans la base, tu remontes. Ensuite, on a déduit policier sec avec le modus tollens parce que nous avons R5. Est-ce qu'on peut travailler avec la R4? Non, on peut pas. Parce qu'on a Pourquoi? non-neige. Non, c'est-à-dire que nous avons neige implique glissant. Oui, on a non-neige. Donc, c'est l'équivalent de De non non glissant glissant, implique non neige. non neige. Mais on pourra appliquer, quand on fait la R5, on pourra appliquer la R2 directement. Oui, oui. Alors, nous avons N implique G.
Ça veut dire que nous avons aussi non. G implique non neige. Est-ce qu'on peut utiliser la R3 ou la R4 ou bien la R5 pour le modus tollens? Là, je parle du La modus tollens. R5. On utilise R5. Donc, nous avons utilisé R5 et ça nous a donné S. Non, Ensuite, donc nous avons en plus ce qu'on avait dans la base, nous avons P et nous avons S. Policier et sec. Ensuite, non, madame, on a déjà S. Ça nous donne non G, la 5, si on utilise l'inverse. oui, non glissant. Oui. Voilà. Nous avons G implique non S. Et donc, c'est l'équivalent de non S plutôt. S implique non G. Oui. Alors, On met le nanger dans la base de fait. Après, on peut on met appliquer non le G dans la nanger. base de fait. Ensuite, On applique Donc, on- directement R2. là, R2. R2. C. Alors, Lumière je jaune, reviens. C'est bon, P, c'est bon. c'est ça. Bon, on arrête à ce niveau pour le chaînage avant et on va aller vers le chaînage arrière. Tu vas aller vers le chaînage arrière. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Bon, on a F, on a 3 règles qui peuvent être appliquées pour avoir le F. Donc Oui, on a la R1, R2 et R6. oui. Donc les voici. Alors, comment tu as schématisé ton... Bon, je n'ai pas compris le schéma. On Ah, peut obtenir grâce à R1, R2 ou R6. Et on a donc, besoin de bon. Vaut mieux R6. faire sous forme d'arborescence, hein, sous forme d'arborescence, comme on a l'habitude de faire. Vous avez compris? Oui. Ensuite, Donc pour R1, on utilise PEFV, pour R6, LR, etc. Et ici aussi, on a des blocages qu'on peut... donc, tu as fait blocage pour les deux cas, le chaînage avant et arrière. C'est ça? C'est ça. Voilà, tu n'as pas utilisé le modus tollens. Je l'ai utilisé ici pour cette base ici, LJ, non G et P. Ok, On peut déduire. ok. Bon, donc, bon, tu arrêtes le partage dans ce cas-là. Ouais. Voilà. Il n'y a que 21 présents. Voilà. Égalité. Partager. On revient à notre exemple. Voilà. Donc, le chaînage avant, vous me dites. Bon, on va essayer de... Voilà, masquer. Chaînage avant, on commence. On va essayer d'écrire en abrégé. Donc, chaînage avant, chaînage. Ah, il y a un problème avec cette souris. Chaînage avant, AV. Donc, nous avons lumière jaune. Nous avons lumière jaune. C'est à vous, hein. Alors, non, lumière rouge. Non, lumière rouge. Non, neige. Non, neige. Oh là là. Sec. Voiture police. Comme ça. Et j'ai un petit problème avec la souris. Et non, personne en face. De voiture, bien sûr. Non, personne en face. Ensuite, donc ça, c'est la base de fait. Quelles sont les règles activables? La première, c'est lumière jaune. J'ai un petit problème avec cette souris. Alors, première règle, chaînage R3. avant, là, Ouais. R3. Voilà, comme ça. Et en plus de ce qu'on avait, on ajoute aussi police. Donc ça, c'est R3. Désolée pour ce petit problème avec la souris. Police. Ensuite, On fait le modus tollens. oui, avec quelle règle? R5. R5.
R5. Et qu'est-ce qu'on déduit? Non glissant. Non glissant. Voilà, non glissant. Ensuite, Ensuite, on applique la R2. oui, comme ça. R2. R2. Ah, il y a un problème avec cette souris. J'avais R2. Et on obtient Le but. le Frein et but atteint. on obtient frein et but atteint. But atteint. Vraiment, voilà. Maintenant, chaînage arrière. Chaînage A, R. Chaînage arrière. On De dit frein, on peut appliquer la R1 et la R1, R2 voilà, comme et ça. R6. Voilà. Donc, nous avons 3 règles pour frein. Donc, nous avons, je vais écrire seulement le numéro de la règle. Donc, nous avons la R1, la R2 et la R6. On commence par la R1. R1, c'est quoi? C'est personne en face. Deux voitures, bien sûr. Personne en face. Deux voitures. Échec. Ensuite, C'est un échec. échec. N'appartient pas à base de faits. N'appartient pas à base de faits. Et est-ce qu'on peut l'obtenir à partir d'une certaine règle? Non. Donc ici, on va écrire échec. Échec. Ensuite, la R2 maintenant. Lumière jaune et police. Donc, je vais faire ça. Lumière jaune et lumière Police jaune et non glissant. et police. Non, non. J'arrive pas. Non glissant. Ensuite, On n'a pas ajouté, il y a encore police. comment? Policier. Policier. Dans la règle R2, Oui? on a trois prémices. Oui. Policier. Oui. Voilà. Lumière jaune Appartient à la base de fait. appartient à BDF. Appartient à base de fait. Alors là. L'essentiel. Appartient à base de fait. Police. On applique la R3. On applique la R3. Comme ça. Voilà. J'écris seulement le numéro parce que j'ai un problème avec la souris. R3. Ensuite, Voiture police. voiture Appartient à la base de fait. police appartient, alors là, appartient, je vais écrire appartient pour dire appartient à base de fait. Ensuite, Non glissant, oui, on applique le modus tollens pour oui, la R4. R4. Donc, R4, non glissant, alors ça va être Non neige. non neige. Non neige implique, c'est non neige? Oui. Non neige. Alors, le modus tollens, c'est quoi? R4. R4. Oui. Et qu'est-ce que j'écris ici? Appartient à la base de fait. Appartient à PDF. Alors, nous avons R4. Neige implique glissant. Cela veut dire que non glissant implique non neige. Mais pour le modus tollens,
on va dire neige implique glissant vrai, donc c'est la R4. Et nous avons, alors, et nous avons, comment l'exprimer ce modus tollens? Comment l'exprimer? Alors, vous me donnez le modus tollens. On a neige implique glissant, Neige implique glissant. implique glissant. Oui, On a non glissant. nous avons non glissant. Alors, vous me dites, On conclut non neige. on conclut non neige. Oui. Et donc, Et donc, on a non neige dans la base de fait. voilà. Donc, non neige, base de fait, appartient à B, D, F. Est-ce qu'on l'écrit comme ça? Oui. Alors, est-ce qu'on l'écrit comme ça, le modus tollens? Je parle du modus tollens ici, à ce niveau. Oui, madame. Pourquoi pas? Alors, nous avons non, ici, ceci. Neige implique glissant. C'est l'équivalent de quoi? Et... Non glissant. Alors, c'est l'équivalent de quoi? Non G implique non N. Voilà, non. Désolée, aujourd'hui, j'ai un petit problème avec la souris. Non, G implique non N, comme ça. Non neige. Voilà. Voilà. Ensuite, donc la règle qu'on va appliquer, c'est laquelle? C'est laquelle finalement? Ce n'est pas exploitable. Répète, R5. répète. Il n'est pas exploitable. Elle n'est R4 pas n'est pas exploitable. exploitable. Alors, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Appliquer R5. R5. Alors, R5, comment? Bon, je vais Sec implique non glissant. Attendez, je vais essayer d'effacer. Je vais essayer. Parce que, voilà. Désolé, voilà. Voilà. Parce que la règle, c'est non G implique non neige. Hein? C'est l'équivalent de ceci. Et donc, si on avait non G, on implique non neige. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va appliquer? R5. Voilà. R5. R5, nous avons glissant implique non sec. Donc, c'est l'équivalent de quoi? Sec implique non glissant. Voilà. Sec implique non glissant. Non glissant. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut appliquer la R5? Oui. Oui, voilà. R5. R5. Voilà. Alors là, R5 et nous avons R5, c'est quoi? C'est S. Voilà. Ensuite, Là, c'est dans la base de fait. OK. Appartient à base de fait. Appartient, je vais écrire appartient seulement. Oui. Ensuite, C'est bon.
Voilà, c'est bon, on a déduit ceci. Et donc, on peut déduire LG. Donc, on remonte et nous avons frein, but, atteint. Donc, il faut faire attention à ce modus tollens. Il faut faire attention parce que vous allez inverser la règle. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas l'utiliser tel que vérifier ailleurs. C'est bon pour ça? Donc, Madame, ça, c'est juste. Oui? est-ce que vous pouvez répéter le schéma Java brièvement? Alors, chaînage avant. Nous avons la base de fait, c'est celle-là. Nous avons R3, on peut l'appliquer. Pourquoi? Parce que nous avons voiture police qui appartient à base de fait. Vous le voyez? Oui? Oui. Voilà. Et donc, on obtient P. R3, son résultat est P, policier. Ensuite, policier, quelles sont les règles qui seront activables en ajoutant policier à notre base? Alors, nous avons dit R5. R5, lumière. Alors, attendez. Nous avons dit R5. R5, nous avons glissant, implique, non. On a appliqué R5 ici. R5, on a appliqué. Dites-moi. Oui. OK. Attends. Donc, R5, glissant implique non sec, c'est l'équivalent Le de. 5 implique non glissant. Voilà. Sec implique non glissant. Voilà. Sec implique non glissant. Voilà. Et donc, on peut appliquer la R5 qui nous donne non glissant. C'est bon? Oui. Parce que nous avons sec appartient à base de fait. Hein? Parce que nous avons sec appartient, donc on peut appliquer le modus pollens, normal, modus pollens. Donc, parce que nous avons sec. Bien sûr, il y a le modus tollens avant, parce que c'est S implique non glissant, c'est l'équivalent. Et donc, nous avons S qui appartient à base de fait, et on peut déduire non glissant. Ensuite, non glissant, R2. La R2, nous avons lumière jaune, ça appartient à base de fait. Nous avons policier, on l'a déduit à partir de R3. Et nous avons non glissant qu'on a déduit à partir de R5. Et donc, on peut dire que frein, on peut le déduire à partir de R2. C'est clair? Oui, c'est clair, c'est bon, merci. Voilà. Donc, il faut faire attention à ce modus tollens, c'est tout. Donc, c'était juste un petit exemple pour faire attention à ceci. Donc, on va commencer on va commencer le chapitre 2. Alors, pour le chapitre 2, c'est les agents intelligents. Donc, nous avons dit que, voilà, nous avons dit que pour les agents, nous avons soit on traite les agents, soit on traite, c'est-à-dire on utilise un agent, soit on utilise un ensemble d'agents, voilà, un ensemble d'agents dans un système, mais qui ne sont pas forcément un système multi-agent. Voilà, ne sont pas forcément un système multi-agent. Et nous avons aussi les systèmes multi-agents dans le sens où nous avons plusieurs agents qui interagissent soit directement, soit indirectement. L'essentiel, c'est qu'il y a une interaction, soit pour coopérer, soit pour qu'il y a une compétition entre l'ensemble des agents, et pour réaliser un but global ou bien des buts individuels, c'est-à-dire pour chaque agent. Voilà. Maintenant, la motivation des agents, de cette histoire d'agents intelligents, c'est que au début, l'intelligence artificielle, elle a commencé avec des systèmes fermés. C'est-à-dire, bon, si on utilise par exemple un algorithme pour la résolution de problèmes, que ce soit pour les algorithmes de recherche, etc., dans un espace de recherche, etc., tout ça, ça fait partie de l'intelligence artificielle. Mais le problème de ces systèmes-là, la même chose pour les systèmes experts, les premières versions, c'est-à-dire le système expert, ils sont renfermés dans le sens où, c'est-à-dire, j'écris mon programme intelligent, je l'écris, après je l'exécute, un point c'est tout. Il n'y aura pas de modification au niveau du programme, que ce soit ses données ou bien son traitement. Il n'y a pas de modification. Sauf si on améliore, mais durant l'exécution de ce programme, il n'y a pas de modification dans le sens modifier le programme, etc., ou bien enrichir les règles, etc.
Comme pour les systèmes experts, nous avons dit que le système expert, on écrit les règles, l'ensemble des règles qu'on ramène d'un certain expert ou plusieurs experts. Et après, on écrit le programme. Le programme, c'est le moteur d'inférence. Et bien sûr, on choisit un mode de raisonnement pour le moteur d'inférence, par exemple le chaînage avant, le chaînage arrière, et on peut utiliser d'autres raisonnements, hein. Pas forcément le chaînage avant. C'est-à-dire, en majorité, les systèmes experts utilisent le chaînage avant-arrière. Mais il y a des systèmes experts qui sont basés sur, par exemple, ce n'est pas du chaînage avant, mais c'est par exemple les constraints, c'est par les contraintes, voilà. On utilise les contraintes pour résoudre certains problèmes, les problèmes de satisfaction de contraintes. Donc, on peut utiliser raisonnement par satisfaction de contraintes. Donc, ce n'est pas forcément du chaînage avant et arrière. Mais l'essentiel, c'est qu'on choisit un modèle de raisonnement, un mode de raisonnement pour notre moteur d'inférence, pour qu'il nous fasse des inférences à partir de notre base de règles et de base de faits. Après, on n'améliore plus, c'est-à-dire on utilise ce programme-là, on introduit à partir d'un utilisateur, il va introduire seulement les faits, par exemple les symptômes, et il va exécuter le moteur d'inférence avec sa base de règles et il obtient un résultat. Donc, c'est un système fermé, c'est-à-dire il y a une personne qui est là, qui lance le programme et qui obtient des résultats à la suite. Maintenant, l'idée des agents, elle est venue on ne veut pas que ça soit comme ça. On veut pas, bon, il y a des problèmes qu'on peut résoudre de cette manière-là, c'est-à-dire on écrit un programme, on résout, on a les résultats, etc. Mais il y a des problèmes, on a besoin de l'interaction de ce programme-là avec l'environnement. On a besoin de cette interaction pour résoudre certains autres problèmes. Et dans ce cas-là, c'est pour ça qu'est venue, c'est-à-dire toute la thématique, tout ce paradigme des agents et par la suite des systèmes multi-agents, c'est que nous avons besoin d'un programme finalement, mais qui interagit avec l'environnement. Donc, il perçoit l'environnement et il agit sur l'environnement. Et c'est possible qu'il apprenne de cet environnement. Il apprenne. C'est un apprentissage qui se fait actif. Que veut dire actif? C'est un apprentissage au fur et à mesure que l'agent interagit avec l'environnement. Ce n'est pas comme quand vous écrivez, par exemple, un algorithme d'apprentissage, même l'apprentissage automatique. Hein. L'apprentissage automatique, c'est un programme qu'on écrit pour faire de l'apprentissage, que ce soit, par exemple, l'apprentissage supervisé ou bien l'apprentissage non supervisé. C'est-à-dire que, par exemple, pour le supervisé, même le non supervisé, hein, même le non supervisé, nous avons des données, donc c'est des datasets qu'on prépare, c'est des données d'expérimentation réelle, voilà. On exploite ces données-là pour faire de l'apprentissage sur ces données qu'on a déjà préparées, stockées quelque part et on les exploite pour faire lancer un algorithme d'apprentissage et apprendre un modèle, bien sûr. Le résultat, c'est d'apprendre un modèle. Voilà, comme pour les réseaux de neurones. C'est-à-dire, on prépare déjà les données, un dataset. Si c'est supervisé, donc dans ce cas-là, le dataset, les données, elles sont étiquetées, c'est-à-dire elles ont leur place, elles sont classifiées, d'apprentissage, bien sûr, les données d'apprentissage. Si c'est non supervisé, les données ne sont pas étiquetées, mais on essaie de faire de l'apprentissage sur des données, c'est-à-dire tirer un sens de ces données-là. Par exemple, quand on fait du clustering, nous avons un certain nombre de bancs, je vais schématiser ici. Quand on a des données, par exemple, nous avons des données dans l'espace, on les représente par exemple dans l'espace, et après ce qu'on veut faire, c'est regrouper ces données par groupe, désolé, voilà, qui sont proches, par groupe, voilà. Donc là, ce n'est pas du supervisé, c'est du non supervisé, parce qu'on n'a pas, a priori, la classe de la donnée, c'est-à-dire nous avons une donnée ici, nous avons une donnée ici, nous avons une donnée ici, etc. Donc l'algorithme d'apprentissage non supervisé, il va lancer l'apprentissage, l'algorithme, et il va essayer de tirer un sens, c'est-à-dire dire par exemple que voilà, cet ensemble-là, ce sont des données qui appartiennent au même groupe. Cet ensemble-là,
Ce sont des données qui appartiennent à un autre groupe, un autre cluster, ainsi de suite. On peut utiliser ce type d'algorithme d'apprentissage, mais cet algorithme-là reste toujours statique. Reste toujours statique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une interaction avec l'environnement, on essaye de tirer des expériences directement, c'est-à-dire l'agent qui ramène ses expériences. On n'a pas ça. Mais nous avons des problèmes où nous avons besoin de traiter ce type de problème, c'est-à-dire traiter un programme qui doit être capable de ramener directement les informations de son environnement et apprendre de ces informations et de ses actions, parce qu'il agit sur l'environnement, et une fois qu'il apprenne, il peut améliorer même sa base de règles, etc. Voilà, sa base de règles ou bien son programme dans sa globalité. Maintenant, pour cet apprentissage, généralement, pour l'apprentissage au niveau des systèmes multi-agents et des agents, ce n'est pas vraiment du supervisé, bien qu'on peut utiliser de l'apprentissage supervisé à l'intérieur, c'est-à-dire un agent, il lance l'apprentissage de son modèle, etc. Mais généralement, pour l'apprentissage au niveau des systèmes multi-agents et des agents, c'est un apprentissage par renforcement. Renforcement. Voilà. Généralement, on utilise du renforcement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va agir, c'est un programme qui va percevoir l'environnement, il exécute une action, cette action va lui ramener une récompense, une certaine récompense, un gain, une récompense, voilà, une certaine utilité. Donc cette récompense, il va l'exploiter pour agir par la suite dans l'environnement. Et c'est ce qu'on appelle ça. Bon, il y a plusieurs algorithmes pour l'apprentissage par renforcement, mais c'est le type d'apprentissage qui est, dans la majorité des cas, c'est le type d'apprentissage qui est utilisé pour ces agents-là. Donc, nous avons besoin d'agents qui interagissent directement avec l'environnement. Donc, ils perçoivent l'environnement et ils agissent sur l'environnement. Et s'ils ont des capacités d'apprentissage, ils apprennent. Et particulièrement, l'apprentissage, ça va être à travers un apprentissage par renforcement parce qu'il y a ce qu'on appelle les récompenses de l'environnement. C'est-à-dire s'il agit d'une certaine manière, voilà la récompense qu'il aura. L'exemple, par exemple, l'agent investisseur. Donc, il investit, donc il décide d'acheter, c'est un agent qui s'exécute. Bon, il y a le marché derrière. Après, il voit les prix des actions, etc. Il achète. Quand il achète, donc l'action achat lui a ramené un gain une certaine somme. Voilà, il a gagné tant. Il a gagné tant. Donc, cette action-là lui a ramené un gain. Ce gain-là, on l'appelle la récompense. C'est-à-dire, c'est ça la récompense et c'est ça ce qu'on utilise, donc on l'appelle en anglais le reward. Donc, reward, c'est quoi? C'est la récompense qui provient de l'environnement suite à mon action, à l'action de l'agent. Donc, il y a pas mal de problèmes c'est-à-dire on est obligé d'aller vers les agents. On ne peut pas rester au niveau système fermé comme ça, comme les systèmes experts, et c'est à l'utilisateur de saisir, par exemple, les données, les faits, etc., pour aboutir par la suite le résultat, qui sera ce résultat. Soit il est exploité, soit il n'est pas exploité, tout dépend si c'est un système d'aide à la décision. L'utilisateur, c'est possible qu'il prenne en considération les résultats, comme c'est possible qu'il ne va pas les prendre. Ce n'est pas le cas que pour les agents. Pour les agents, il agit directement sur l'environnement. D'où l'intérêt des systèmes multi-agents. Donc, il y a pas mal d'applications, les simulations, les jeux. Il y a pas mal d'applications des agents intelligents ou bien des systèmes multi-agents. Donc, ça, c'est la motivation, c'est-à-dire pourquoi on a pensé à utiliser des systèmes multi-agents. Donc, la définition, un agent, c'est quoi? C'est un système qui est situé dans un environnement. Donc, c'est pardon, j'ai un problème avec la souris. C'est un système situé, voilà, dans l'environnement. Donc, il y a un environnement. Donc, ici, nous avons l'environnement. Voilà, nous avons l'environnement. Nous avons notre agent. Nous avons notre agent. Et bien sûr, notre agent doit avoir des senseurs.
Si c'est un robot, ça va être des capteurs, des caméras, etc., pour percevoir l'environnement, voir ce qui se passe dans l'environnement et agir selon sa base de règles, etc., agir sur l'environnement. Donc, nous avons environnement, agent, perception de l'environnement et action sur l'environnement. Et bien sûr, nous avons dit que l'agent peut être logiciel, on l'a déjà dit, ou bien matériel. Donc, logiciel, ça peut être un agenda électronique, ça peut être, par exemple, un programme qui permet de détecter au niveau des courriers électroniques, des emails, des comptes email, par exemple, un programme qui détecte les spams, pas spam. Donc, ça peut être un agent logiciel qui est intégré au niveau par exemple, de Gmail, de Yahoo, etc., pour les mails, et qui s'exécute automatiquement à la réception d'un mail, d'un message. Il va l'analyser et dire est-ce que ce mail est un spam, oui ou non. Donc ça, c'est un programme agent. La perception, qu'est-ce qu'il va percevoir? Il va percevoir les messages qui arrivent dans le compte email. Et le résultat, il va dire que voilà, c'est un agent classifieur. Donc, il va dire que le message qu'on a reçu, c'est le mail qu'on a reçu, c'est un spam ou bien non spam. Et il va le classer dans la partie spam du compte email. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de logiciel agent. Voilà. Matériel, c'est un robot. Ça peut être un robot nettoyeur, aspirateur, etc. Voilà, donc quand il s'agit de robots, la perception, ça peut être le percepteur. La perception, ça va être à travers des senseurs. Et les senseurs, ça peut être des caméras, ça peut être les senseurs de distance, détecter la distance par rapport aux objets en face, etc. Les actionneurs, ça va être par exemple les bras de ce robot-là. Les actionneurs, c'est ça et ça. Donc les bras motorisés. Voilà. Donc pour l'agent, c'est-à-dire quand on le spécifie, quand on le définit, il est défini par sa fonction, c'est-à-dire si je veux faire un agent, cet agent-là, il réalise une certaine fonction et il a à l'intérieur un certain programme qui s'exécute, bien sûr. Alors la fonction, qu'est-ce qu'il fait? Suite à sa perception. C'est-à-dire quand je dis mon agent, voilà, j'ai un agent par exemple ici, l'agent aspirateur. Donc l'environnement de l'agent, voilà. L'environnement de l'agent, c'est quoi? C'est une salle. C'est une salle. Et après, l'environnement, ça peut être des saletés au niveau de la salle. Donc, nous avons des saletés. Et son objectif, c'est d'aspirer les saletés. Et supposons, par exemple, nous avons cet exemple-là. Nous avons un agent aspirateur, donc un robot aspirateur, qui travaille dans deux salles différentes, donc salle A, salle B. Bien sûr, on peut aller de la salle A vers la salle B. Donc, l'objectif de ce robot aspirateur, c'est de nettoyer les saletés. Voilà. Donc, s'il est dans la salle A, donc il va nettoyer. S'il trouve bien sûr que c'est ça là, il va nettoyer. Une fois que c'est propre, il va aller vers la salle B. S'il trouve des saletés, il va nettoyer. Après, une fois qu'il nettoie, si c'est propre, il va aller à gauche, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un agent aspirateur. Donc, ça, c'est un petit exemple. Donc, c'est un agent, finalement. La perception, ça va être, il a des caméras, etc., pour voir, pour détecter est-ce qu'il y a des saletés ou non. Et l'action, ça va être le membre aspirateur, voilà, de ce robot-là. L'actionneur, voilà, qui nettoie. La fonction de l'agent, finalement, c'est quoi? C'est une suite de perceptions. Qu'est-ce qu'il perçoit? Donc, par exemple, ici, A clean, ça veut dire que la salle A est propre. Donc, puisqu'elle est propre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à droite. L'action que je dois faire, si je trouve clean, propre, je vais aller à droite. Maintenant, si je trouve la salle A sale, alors je vais aspirer. Si je trouve la salle B propre, je vais aller à gauche, et ainsi de suite. Et je peux avoir une suite de perceptions, pas forcément une seule perception. Donc, une suite de perceptions. Donc, nous avons en quelque sorte un historique. Donc, par exemple, A clean, après une période A clean, alors je vais aller à droite. Voilà.
Donc, ça peut être une perception, une seule, ou bien une suite après une suite de perceptions, je vais aller à droite. J'attends, en quelque sorte, et je vais aller à droite. Donc, ça, c'est la fonction de l'agent. Donc, l'agent, la fonction de l'agent spécifie l'action qu'il exécute suite à une séquence de perception, que ce soit un percept ou bien plusieurs. Voilà. Et le programme, c'est le programme qui s'exécute à l'intérieur de l'agent. Bon, ça, c'est un exemple simple. Le programme, ça va être si état salle. Alors, aspirer. Sinon, ça veut dire que la salle, elle est propre. Alors, et si je suis dans la salle A, alors je vais aller à droite. Si je suis dans la salle B, alors je vais aller à gauche. Donc, ça, c'est un petit exemple de programme d'agent. Donc, la fonction agent, c'est que fait l'agent. Donc, boîte noire à l'intérieur, tout ce qui est programme. Quand on parle de fonction agent, c'est il perçoit quelque chose de l'environnement et il agit suite à cette perception. Alors que programme d'agent, on va rentrer à l'intérieur. On va rentrer à l'intérieur, on va voir ce programme-là, qu'est-ce qu'il fait. C'est-à-dire cet agent-là, comment il agit, comment il agit, quel est le programme qui est en train de s'exécuter. Alors pour ceci, pour cet exemple-là, par exemple, quel est le problème qu'on peut trouver pour cet exemple-là? Supposons qu'on va concevoir cet agent, voilà, qui va exécuter ce programme-là. Quel est le problème qui va se poser? C'est possible qu'il va se poser. Voilà. l'analyse تاع l'environnement ما يبقاش يعرف كامل Non, التوصيف. on suppose que notre agent, que l'environnement est bien défini et que c'est un environnement déterministe, c'est-à-dire que quand il fait une action, il sait que voilà, si aspirer, cela veut dire qu'il ne va pas laisser de saleté, etc. On suppose que l'environnement est connu pour l'agent, complètement, c'est-à-dire connu. C'est-à-dire quand il perçoit quelque chose, il agit sur l'environnement et que le résultat qu'il attend par son action, c'est ce qu'il voulait. Voilà. Donc, il est déterministe. Quel est le problème qui va se poser ici? C'est-à-dire, si on le fait de cette manière-là, c'est-à-dire de ce programme-là, quel est le problème qui va se poser? Oui. Eh oui, eh oui. Donc, on peut tomber dans une boucle infinie. Oui. C'est-à-dire, si les deux salles sont propres pour un temps, un long temps, c'est-à-dire pour une période assez longue, dans ce cas-là, le robot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver que c'est propre, il va aller vers B, il va trouver que c'est propre, il va revenir, il va pas faire d'économie concernant parce que c'est de l'énergie qui est consommée, etc. Le fait de se déplacer, parce qu'on le charge, le robot. Hein? Hein? Si c'est avec une batterie, je ne sais pas, donc on le charge et donc finalement, il y aura une perte d'énergie, etc., considérable. Donc c'est possible qu'il tombe dans une boucle infinie. Aller comme ça, revenir, aller. Faire des allers, pas infini, mais aller, revenir, voilà, dépenser toute son énergie dans les allers-retours. C'est clair? Si on le conçoit de cette manière-là. Voilà. Alors, pour concevoir un agent, on doit définir 4 composantes principales, 4 aspects à prendre en considération si on veut développer un agent. Premièrement, on doit préciser sa mesure de performance. Deuxièmement, c'est comme pour l'exemple du Wimpus. Nous avons dit que mesure de performance, est-ce qu'il arrive rapidement à ramener l'or? Est-ce qu'il revient rapidement? Est-ce que, voilà, le nombre de points qu'il perd, etc. Combien de pas il fait pour aller vers l'or et revenir, etc. Tout ça, c'est la performance de l'agent. C'est-à-dire que finalement, on peut trouver un agent est plus performant qu'un autre. Voilà. Voilà. J'ai pas sauté, je reviens. Ah, j'ai pas parlé de rationalité, je reviens. L'essentiel, c'est que quand on conçoit un agent, je vais travailler avec le clavier, sinon. Nous avons dit que nous avons 4 composantes. La mesure de performance de l'agent,
l'environnement. C'est quoi cet environnement? Parce qu'on doit connaître l'environnement de l'agent, sinon on ne peut pas maîtriser son fonctionnement. Et on doit savoir qu'est-ce qu'il peut faire. On doit savoir quelles sont les actions qu'il peut faire à travers ses actionneurs, les actions qu'il peut faire, et aussi qu'est-ce qu'il peut observer, qu'est-ce qu'il peut voir, qu'est-ce qu'il peut percevoir. Parce que c'est possible que je conçois un agent, il y a des aspects qu'il ne peut pas percevoir. Je l'ai conçu de telle manière qu'il peut percevoir certains aspects, il ne peut pas percevoir d'autres aspects. Voilà. Donc, c'est comme pour le Wimpus, nous avons dit qu'il perçoit l'odeur, la puanteur, donc la mauvaise odeur, la brise, voilà, le son, parce que s'il y a un cri, donc il peut percevoir le son, etc. Mais c'est possible qu'il y a d'autres aspects qu'il ne peut pas percevoir. Voilà. Donc, on précise qu'est-ce qu'il peut percevoir dans cet environnement-là. Qu'est-ce qu'il peut faire? Et son environnement, il est comment? Il est comment dans le sens, est-ce que c'est un environnement qui change, qui ne change pas, donc statique, dynamique? Est-ce que c'est un environnement qui est déterministe, stochastique, dans le sens, est-ce que je peux prévoir l'évolution dans l'environnement ou pas, etc. Donc, je dois avoir toutes les informations concernant l'environnement pour pouvoir concevoir mon agent. Et bien sûr, si je vais concevoir mon agent, je dois préciser sa mesure de performance. C'est quoi cette mesure? Elle est vue de l'extérieur. C'est-à-dire, quand je conçois mon agent, je vais dire que voilà, j'ai conçu un agent qui va, par exemple, explorer un labyrinthe après sortir après un certain temps. Il y a une sortie du labyrinthe, après sortir. La mesure de performance, c'est, supposons qu'on a deux agents, qu'on conçoit deux agents pour le labyrinthe, par exemple. Hein. Donc, je vais essayer de schématiser un petit peu. Voilà. Donc, nous avons le premier labyrinthe, voilà, et nous avons le deuxième labyrinthe, comme ça. C'est le même, hein? C'est la même configuration des labyrinthes. Après, je conçois mon agent ici, voilà. Donc, supposons que étudiant 1 a conçu un agent pour la sortie d'un labyrinthe. Étudiant 2, il a conçu un autre agent pour la sortie du labyrinthe. Donc, et chacun, il a programmé indépendamment de l'autre, séparément, etc. Et c'est la même configuration concernant le labyrinthe. Je ne sais pas, c'est la même, par exemple, comme ça. Donc, comme ça, c'est le même. L'agent de l'étudiant 1, il va sortir, et supposons qu'on va le faire entrer à partir d'une certaine entrée ici. C'est la même entrée et c'est la même sortie. C'est la même sortie, donc c'est le même labyrinthe. Celui-là, on ne va pas comparer les deux agents à partir de la première expérience. Non. Alors, est-ce qu'à partir de la première expérience, on va dire que celui-là est plus bon que celui-là? Plus performant que celui-là? Vous me dites. Non. Donc, nous avons agent 1 ici et nous avons agent 2 ici, programmé par deux étudiants différents. Alors, est-ce que quand je lance mon agent pour sortir du labyrinthe, je le fais rentrer ici? Le deuxième aussi, je le fais rentrer, c'est-à-dire l'état initial, ça va être à l'entrée. Celui-là, il sort après 1 seconde. Celui-là, il sort après 2 secondes. Est-ce que je m'arrête et je dis que le premier est plus performant que le deuxième? Alors, est-ce que vous allez juger que voilà, le premier est plus bon, plus performant que le deuxième, est meilleur? C'est le même environnement Oui, ودايما راح يبقاو في نفس l'environnement ما عادش نبدلوهم زعما oui, لي oui, oui. زيكسبيريونس الجايين Pour comparer entre deux agents, par exemple. لا الا حيقعدوا في الانفيرونمون تما نقدروا نقولوا باللي لاجون اللي خرج في 1 De سكوند la première expérience. الا لي زيكسبيريونس اللي بقاو راح يبقاو في نفس l'environnement Oui, تما le même environnement, oui. Est-ce que de la première expérience, je vais dire, voilà, celui-là est meilleur que celui-là. D'après vous, hein? Madame, il peut y avoir d'autres mesures de performance, par exemple le nombre d'actions. Non, supposons que j'ai choisi, par exemple, le temps de sortie du labyrinthe. Supposons que j'ai choisi ma mesure de performance. C'est un choix qu'on fait, hein?
pour la Ça mesure de dépend performance. ثاني C'est-à-dire اسك quelqu'un, oui, oui, المصدر ça dépend ثاني اسك راهو يخدم زعما باسمه ابرونتيساج با رونفورسمون كيما قلنا من قبل الا يخدم c'est-à-dire finalement, oui. اذا يخدم باسمه ستاتيك معناتها نقدروا نقولوا باللي اللي خرج في ان خير من دو سينو Oui, non, mais de la première expérience, on ne peut pas juger. Hein. On ne peut pas dire que voilà, celui-là est le plus performant. Pourquoi? Parce que on n'a pas une idée précise sur le programme qu'il est en train d'exécuter. On n'a pas une idée précise. Donc, supposons que cet agent-là, il est en train de faire de l'exploration. Donc, à un moment donné, donc, il va explorer aléatoirement les chemins voilà, qui mènent. Donc, il va explorer. Après, il va faire choisir une heuristique. Par exemple. Au début, il va travailler aléatoirement. Et par la suite, il va choisir une heuristique pour sortir, par exemple, suivre le mur, je ne sais pas, peu importe, tout dépend de l'environnement. L'essentiel, il va choisir une heuristique et il sort. Voilà. C'est une seule exécution. Vous êtes d'accord? C'est une seule exécution. Maintenant, je vais le relancer. Je vais relancer mon agent état initial. Puisque déjà, nous avons dit qu'il travaille aléatoirement au début. C'est-à-dire, il choisit aléatoirement la case, c'est-à-dire soit aller à droite, soit aller à gauche, etc. Cela veut dire que peut-être la deuxième expérience va le mener plus rapidement à la sortie. Vous êtes d'accord? Puisque c'est aléatoire. Il y a un certain temps où il travaille de l'exploration aléatoire comme ça. Et donc, c'est possible que entre deux exécutions successives, c'est possible que la première exécution elle a pris 1 seconde, alors que la deuxième exécution elle a pris par exemple 2 secondes. Par exemple. وي دونك راهو يتعلم مع الوقت Oui? تسمى راهو يتعلم مع الوقت Non, je suppose que il n'y a pas d'apprentissage. Je suppose qu'il n'y a pas d'apprentissage, ni renforcement, ni. Je suppose que c'est un algorithme de recherche dans un espace d'état, donc c'est de l'exploration, etc. Aller à gauche, à droite, aléatoirement, par la suite utiliser une certaine heuristique, peu importe. L'essentiel, c'est que pour comparer deux agents, je ne peux pas les comparer à partir de la première exécution. Pourquoi? Parce que je n'ai pas une idée sur son programme, comment il est en train de. Donc, c'est possible que quand je lance la deuxième fois, c'est possible qu'il va faire 2 secondes. Alors que après, je le lance une autre fois, c'est possible qu'il va faire 3 secondes. Alors que celui-là, il a fait la première exécution, il a fait 2 secondes pour sortir. La deuxième, il a fait 1 seconde. La troisième, il a fait 1 seconde aussi. Et donc, si on prend 3 exécutions pour chacun, je peux comparer maintenant. Et je peux dire, généraliser, je peux dire que le deuxième, il est plus performant. Quand je prends comme mesure de performance le temps seulement. Hein. Et bien sûr, ce n'est pas 3 quand on compare. Hein. Ce n'est pas 3, mais un certain nombre d'exécutions pour dire que voilà. Donc finalement, la mesure de performance, c'est une mesure qui est à l'extérieur de l'agent. C'est-à-dire une personne qui est en train d'analyser quel est le meilleur agent, par exemple. Ou bien un programme. C'est-à-dire un programme qui lance 2 programmes, par exemple. Hein. Il lance celui-là, il lance celui-là, une autre fois il lance celui-là, un certain nombre d'itérations. Après, il peut comparer entre celui-là et celui-là. C'est comme si on lance une procédure qui fait le même traitement, le même résultat, c'est-à-dire souhaité, à part que chacune est programmée d'une certaine manière. Je peux comparer. Donc, c'est pour vous dire que la mesure de performance, c'est une mesure qui va être évaluée de l'extérieur de l'agent, pas dans l'agent. Vous êtes d'accord? Si on veut dire que cet agent est performant. Parce qu'il y a des mesures qu'on utilise à l'intérieur d'un agent. Et ça, c'est autre chose. Hein. Donc, la mesure de performance, c'est une mesure qui est à l'extérieur de l'agent. On l'utilise pour évaluer est-ce que cet agent est performant ou non. C'est bon? On va avancer pour vous donner l'exemple d'autres mesures, mais ce n'est pas des mesures de performance externes. Voilà. Qui sont utilisées par l'agent lui-même pour réaliser ses buts. C'est clair pour ces 4 aspects qu'il faudrait le modèle POAX? Oui? Est-ce que c'est clair pour ce concept-là?
Oui, madame. Ok. Je reviens vers bon, je vais utiliser. Voilà, je reviens vers la rationalité. Alors, la rationalité, c'est quoi? C'est que quand on dit un agent est rationnel, cela ne veut pas dire que il est optimal, comment dire. Un agent rationnel, il essaie de réaliser ses buts avec le plus de succès possible. Avec le plus de succès possible. Bon, où est-ce qu'elle est? Voilà, ici. Alors, quand on parle de rationalité d'un agent, ce n'est pas forcément, c'est un agent très performant qui donne la solution optimale, etc. Non, ce n'est pas ça l'idée. Quand on conçoit un agent, on conçoit un agent de telle manière qu'il soit le plus rationnel possible. C'est-à-dire qu'il réalise le plus de succès possible. Parce que sinon, on rentre dans la notion d'omniscience, et ceci, ce n'est pas possible. Alors, omniscience, ça veut dire que tout savoir avec des connaissances sans limite. Alors que ça, l'omniscience, on ne peut pas écrire un programme qui peut faire, voilà, réaliser dans tous les cas l'optimum, tomber dans l'optimum, non. L'objectif, c'est quand je fais un agent, quand je conçois un agent et je l'écris, mon objectif, c'est d'aller au maximum dans les succès, c'est-à-dire de réaliser le maximum de succès de cet agent-là. Et c'est pour ça qu'on parle de rationalité et pas d'omniscience. Pas d'omniscience, parce que omniscience veut dire tout savoir avec des connaissances sans limite, ça veut dire qu'il voit tout l'environnement, il sait tout, il peut réaliser la solution optimale. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous avons des problèmes à résoudre en utilisant les agents. Ce qu'on veut, c'est de réaliser des agents qui réalisent le plus de succès possible. Voilà. Par exemple, supposons que nous avons un agent qui veut faire la recherche du chemin le plus court, par exemple. Voilà, donc ici, il va faire la recherche. Donc, c'est une recherche qui peut nous donner la solution optimale, mais quand on écrit l'algorithme, ce n'est pas forcément la solution optimale, hein, la solution optimale. Réaliser le chemin le plus court, tout dépend du contexte de l'environnement. De l'environnement, tout dépend de ses capacités. Les capacités de qu'est-ce qu'il peut mesurer, qu'est-ce qu'il peut calculer, qu'est-ce qu'il peut faire, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'on parle de rationalité. Voilà. Maintenant, quand on veut, maintenant pour le succès de l'agent, on le voit à travers la mesure de performance dont je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire, à chaque fois, il réalise un succès dans un traitement donné, et donc je peux utiliser une mesure de performance pour évaluer ce succès-là. Donc cette mesure de performance, ça peut être par exemple le volume de saleté ramassé, pas dans une période donnée, bien sûr, par rapport, voilà. Donc ici, par exemple, pour l'agent aspirateur, je peux dire, nous avons la même quantité de saleté au niveau, supposons que nous avons deux agents aspirateurs qui font le même traitement dans une salle, par exemple. L'agent 1, tel qu'il a été conçu, il ramasse les saletés, la même quantité de saleté en une seconde. Le deuxième robot, il réalise généralement, c'est pour ça que je vous ai dit, la mesure de performance est après plusieurs tests, plusieurs exécutions, pour dire que voilà, celui-là, il est plus performant que l'autre. La même chose, la quantité de saleté, même quantité de saleté en une période donnée, le premier, à chaque fois, c'est le même, il donne de meilleurs résultats. Donc, on peut dire que le premier est plus performant que le deuxième. Donc, c'est un choix qu'on fait. Ça peut être, par exemple, l'électricité consommée, ça peut être le bruit produit. Je réalise un robot aspirateur. Bon, ils font le même traitement de la même quantité de saleté qu'ils ramassent dans le même temps, donc côté c'est-à-dire rapidité de ramassage, etc., et d'aspiration, elle est la même, sauf que le premier robot, il génère un bruit que l'autre génère moins de bruit, par exemple. C'est une mesure que je choisis pour dire que voilà, celui-là est meilleur que celui-là. C'est-à-dire c'est la même chose quand on fait une comparaison pour n'importe quel problème. Hein.
quand on compare deux choses, on choisit les critères de comparaison. On fait un choix, c'est-à-dire je compare entre deux choses. Première des choses, si je compare, je dois choisir par exemple les critères. Je compare entre, je sais pas, entre deux étudiants. Il y a un certain nombre de critères que je choisis, l'assiduité, etc. Donc, pas mal de choses que j'utilise en considération pour dire que voilà, cet étudiant est meilleur que celui-là. En plus de ses notes, hein. C'est-à-dire si on veut comparer, par exemple. Donc, nous avons des critères et ces critères-là sont choisis par celui qui a fait le concepteur de l'agent. Celui qui a fait l'agent, quel est le point le plus important pour lui? Par exemple, il dit que voilà, pour moi, tout ce qui est énergie, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Il consomme comme il veut. Alors que d'autres, non. Un autre concepteur d'un robot, etc., pour lui, c'est très important l'électricité, qu'est-ce qu'il consomme comme énergie. C'est très important et donc je prends en considération cet aspect-là. Et c'est un choix qu'on fait. Donc, c'est les mesures de performance d'un agent peuvent être diverses et elles dépendent du concepteur. C'est le concepteur qui dit voilà quelles sont les mesures que je dois prendre en considération pour dire que mon agent il fait bien ce que je lui demande. C'est clair pour cet aspect de rationalité, de mesure de performance? Oui? Oui, madame. Ok. Maintenant, l'autonomie. L'autonomie. Si nous n'avons pas d'autonomie au niveau des agents, on revient vers les systèmes classiques, c'est-à-dire la programmation avec des systèmes isolés. Ça ne devient plus agent. Donc l'agent, il doit avoir une certaine autonomie. Une certaine autonomie. Donc il peut ne pas être autonome à 100%. Voilà. Donc l'autonomie, ça veut dire qu'il soit capable d'adapter son environnement au changement son comportement au changement de l'environnement. C'est-à-dire il est autonome. Pour une personne, ça va être il se débrouille. C'est dans ce sens. Une personne qui n'est pas autonome, c'est quand elle se retrouve dans une situation donnée qui peut être différente des situations sur lesquelles il se retrouve généralement. Donc il va être bloqué, il ne va pas savoir ce qu'il va faire. Autonomie, ça veut dire qu'il peut décider quand il y a un changement au niveau de l'environnement. Il peut se débrouiller, il s'adapte. Voilà, c'est ça l'autonomie. C'est la même chose, c'est comme pour les êtres humains. Quand ils s'adaptent, il y a des changements au niveau de l'environnement, ils s'adaptent. Il y a eu le Covid, on s'est adapté aux bavettes, etc. Donc il y a une certaine adaptation selon l'environnement dans lequel on vit. L'agent, la même chose. Si on conçoit un agent et qui est incapable de s'adapter, vraiment incapable. Donc l'autonomie, c'est des degrés. C'est des degrés. Hein. Ce n'est pas autonome à 100%. Mais c'est une situation bien précise, il peut s'adapter. Donc s'adapter soit en apprenant, soit c'est ça le premier niveau, hein. C'est en faisant du raisonnement, un certain raisonnement, etc., faire des inférences, etc., pour décider par la suite. Soit faire de la planification, supposons qu'il se retrouve, supposons que nous avons notre agent, voilà, il se retrouve dans une salle, comme ça, et nous avons notre agent ici, mais cette fois-ci, c'est pour, je vais schématiser l'agent comme ça voilà, nous avons notre agent, et l'objectif de cet agent, ou bien le but, c'est par exemple, supposons qu'il a des objets un peu éparpillés, alors son objectif, voilà, on lui donne certains objets. Son objectif, c'est de ramasser ces objets-là et de mettre ces objets à ce coin-là, l'un sur l'autre, par exemple. C'est juste un exemple simple. Voilà. Maintenant, dans toutes les exécutions qu'il a faites, il trouvait des objets ici, voilà, il ramenait les objets, il les met ici. Mais à un moment donné, ça dépasse, par exemple, ses capacités. C'est-à-dire, l'agent il vient, il dépose le premier objet, il dépose le deuxième objet, par exemple, voilà. Et à un moment donné, il va se retrouver avec un objet, par exemple. C'est juste un petit exemple, voilà, pour comprendre cette histoire de, voilà. Donc, il vient, il va ramener l'objet, il va essayer de le mettre ici,
puisque cet objet-là ne va pas tenir, il va tomber. Donc, normalement, si je conçois mon agent, je dois concevoir dans son programme, je dois le concevoir quelque chose qui me dit que voilà, il doit, si c'est un objet qui a une taille qui dépasse c'est-à-dire de loin les objets dont il a l'habitude, il va le déposer par exemple ici. Il va le déposer ici. Il ne peut pas le mettre, il va déduire que voilà, c'est impossible, il va tomber. C'est juste un petit exemple. Donc, il s'est adapté. C'est-à-dire, quand on a fait le programme, on l'a posé. Donc, bien sûr, quand on a fait le programme, ça veut dire que finalement, il y a eu quelque chose au niveau des règles, etc., qui lui permettent de générer cette règle-là. Hein. La règle de le déposer à côté, par exemple, et ne pas le mettre au-dessus. Mais toutes les exécutions avant étaient avec des objets similaires. Voilà. Donc, il a pu faire ceci, mais à un moment donné, il a trouvé quelque chose. Donc, l'agent doit être capable de s'adapter à son environnement. C'est ça l'autonomie. Mais ce n'est pas une autonomie à 100%. Ce n'est pas autonome à 100%, dans le sens où peut-être on va lui ramener autonome à 100%, supposons qu'on va lui ramener des objets comme cela, comme par exemple un ballon, je ne sais pas. Voilà, donc il ne pourra rien faire. Donc dans ce cas-là, il ne pourra rien faire. Il va s'arrêter, il va trouver un objet sous forme de balle, il va le poser ici, il va tomber, etc. Mais il n'a pas dans son module d'inférence, etc., de raisonnement, de planification, quelque chose qui lui dit, voilà, comment poser ce type d'objet. Voilà. Vous avez compris cette histoire d'autonomie. Donc, autonomie, ça veut dire savoir se débrouiller et s'adapter à des changements au niveau de l'environnement. Mais bien sûr, cette autonomie ne peut pas être à 100%. Voilà. Tout dépend comment on a conçu notre agent pour pouvoir résoudre le problème pour lequel il a été conçu. Ça peut être de la planification, donc il fait de la planification, il planifie. Il va dire, bon, supposons que j'ai des objets et qui sont avec des couleurs différentes, par exemple, avec des couleurs différentes. Donc, ils me disent, bon, les rouges doivent être déposés au début, après les bleus, après, etc. Donc, il va faire un plan. Il va faire comme un espace de recherche, il va un algorithme de recherche dans un espace d'état pour choisir, c'est-à-dire pour avoir un plan qui lui permet, un plan d'action bien sûr, qui lui permet de poser la rouge en premier, l'autre en deuxième, etc., etc. Donc soit il fait de la planification, soit il apprend de ses expériences, c'est-à-dire finalement s'il apprend, que veut dire ceci? Ça veut dire qu'il se retrouve avec de nouvelles situations, par exemple celui-là. Voilà, donc un objet qui a des caractéristiques différentes de ce qu'il a l'habitude de. Alors, s'il a des caractéristiques, comment faire? Donc, soit il il fera un apprentissage qui lui permettra de se débrouiller. Bien sûr, que ce soit un raisonnement simple avec des règles, ou bien de la planification, ou bien de l'apprentissage, ça a des limites. Il n'y a pas un apprentissage comme ça sans limite, c'est-à-dire on peut tout apprendre. Non. Tout dépend du problème qu'on est en train de résoudre. C'est clair pour cette histoire d'autonomie. L'autonomie, c'est sa capacité à s'adapter au changement au niveau de la. Quel est le degré de sa capacité à s'adapter? Et à partir de ce degré de capacité d'adaptation, on va dire qu'il est plus ou moins autonome par rapport à un autre agent, etc. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Ok. On a parlé du modèle. Donc, on revient vers le PEAS. Donc, ici, c'est juste un exemple. Donc, la taxi ou voiture autonome, donc elle n'a pas de conducteur. Et puisqu'elle n'a pas de conducteur, on va spécifier cet agent-là. Donc, spécifier avec le modèle PEAS. Alors, la mesure de performance, ça peut être, par exemple, la sécurité des passagers. C'est une mesure de performance. C'est-à-dire, en test, d'ailleurs, ces voitures-là, par exemple, les expérimentations pour les voitures autonomes, bon, c'est une société américaine, mais qui fait ses tests je pense, Singapour, si je ne me suis pas trompée, dans un pays asiatique, hein, parce qu'ils ont des pistes, je pense que c'est Singapour, hein,
ils ont des pistes bien préparées pour ce type d'expérimentation, hein, pour ce type d'expérimentation pour les voitures autonomes. Mais c'est une société américaine qui travaille sur ce projet, celui-là, cet exemple-là. Là. Bon, je ne sais pas actuellement s'il y a d'autres, mais l'essentiel, il y a des pistes bien préparées, etc. Donc, la personne qui conçoit une voiture autonome, elle décide quelles sont les mesures de performance pour lesquelles, pour le concepteur, ces points-là, ces mesures-là sont importantes. Par exemple, la sécurité des passagers. Supposons, je ne sais pas, supposons qu'on a conçu une voiture autonome, on a écrit le programme, etc. Elle a tous les senseurs. Par exemple, les senseurs ici, par exemple, ça va être les caméras, les sonars, les compteurs de vitesse, bon, un certain nombre de senseurs et un certain nombre d'actionneurs. Les actionneurs, c'est le volant, c'est l'accélérateur, c'est le frein, les clignotants, etc. Un certain nombre de. Donc, on a préparé le tout. Et après, quand on exécute, donc on commence à faire, ça va être des passagers réels. Hein. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont rentrer dans la voiture. Je ne sais pas, peut-être ils choisissent destination, une certaine destination. Et après, ça commence. Mais quand il va s'arrêter à la destination, avant que la personne ne descende, il redémarre, par exemple. C'est juste un petit exemple. Il redémarre la voiture. Ça veut dire que finalement, la personne le passager qui vient de sortir, c'est possible qu'il tombe, par exemple. Donc finalement, si je vais dire que cette voiture est performante, une personne qui va tester cette voiture, elle va se mettre ici. Voilà. C'est pour vous expliquer cette histoire de mesure de performance, pour ne pas la comparer avec l'utilité par la suite. Hein. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui vont tester est-ce que ces voitures-là, supposons que nous avons deux sociétés. Hein. Une société, je ne sais pas, algérienne, pourquoi pas, algérienne qui fabrique des voitures autonomes. Et nous avons une société américaine et nous avons un jury ici qui va juger quelle est la meilleure voiture. Est-ce que c'est la voiture algérienne ou bien la voiture américaine? Donc, il va prendre des critères. Les critères, c'est la sécurité des passagers. Donc, pour dire que sécurité passager, ce n'est pas d'après la première expérience. La même chose. Donc, il va tester cette voiture plusieurs fois, un certain nombre de tests. La même chose ici. Et après, il va sortir. La voiture algérienne, elle a fait, par exemple, 3 accidents concernant la sécurité des passagers. Hein. Celle-là, elle a fait, après, supposons qu'ils ont fait 100 expérimentations, celle-là, elle a fait qu'un seul, par exemple, hein, côté sécurité. Donc déjà, il va dire que côté sécurité, il ne va pas dire que celle-là est meilleure que celle-là. Hein? Donc, il ne va pas généraliser. Donc, côté sécurité, la voiture américaine est meilleure. Par exemple, il va passer à la vitesse. Cette voiture, elle ne dépasse pas, supposons qu'il veut aller de tel endroit à tel endroit dans 5 minutes. Il faut qu'il. Alors, dans ce cas-là, s'il y a le critère de vitesse, temps, bien sûr, c'est lié au temps. Celle-là, elle ne peut pas dépasser, par exemple, 40 ou 50 km à l'heure. Celle-là peut aller plus. Peut aller plus. Et dans ce cas-là, on peut dire que côté vitesse, celle-là est meilleure, elle est plus performante après plusieurs tests de cette voiture. Et la même chose pour ça. Par exemple, le respect du code de la route, il va voir, est-ce que quand il y a feu rouge, cette voiture, elle s'arrête, oui ou non? La même chose ici, est-ce que feu rouge, est-ce qu'elle s'arrête? Et est-ce qu'elle s'arrête dans tous les cas quand il y a feu rouge? Celle-là, peut-être elle s'arrête dans 2 cas, peut-être il y a un problème au niveau des capteurs, je ne sais pas. Voilà. Si elle ne s'arrête pas, ça veut dire soit il y a un problème au niveau du programme, soit il y a un problème au niveau du matériel, c'est-à-dire les capteurs, etc. Donc, il peut juger que côté respect du code de la route, l'algérienne, elle est meilleure, par exemple. Et ainsi de suite. Donc, cette mesure de performance est une mesure qui est prise de l'extérieur pour juger, pour décider est-ce que tel agent est plus performant qu'un autre agent. Voilà. Donc, ça peut être un voyage confortable. Les voyageurs, ils vont dire, les voyageurs qui ont pris, ils vont dire, voilà, c'était confortable. D'autres, non, c'est pas, ils n'ont pas aimé la voiture autonome, son conducteur, il y a un risque. La même chose, maximisation des profits, etc., etc. C'est clair pour cet exemple de voiture autonome.
La même chose pour n'importe quel agent. Quand je conçois mon agent, je précise, c'est quoi mon agent? Quel est l'environnement de cet agent? Alors, l'environnement, ici pour la voiture autonome, ça va être les routes, ça va être toutes les pistes où circule la voiture, le trafic, les autres voitures, c'est-à-dire le trafic, c'est-à-dire les autres voitures, parce qu'elle n'est pas seule au niveau de la route, les piétons, les clients, c'est-à-dire les passagers, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, je précise mon environnement. Ça peut être plus, il y a les feux rouges, etc. Tout ça, ça fait partie de l'environnement. Après, comment les détecter? C'est à travers les caméras, etc. Les senseurs. Clair pour cet exemple de voiture autonome? Oui, madame. Ok. Bon, on a fait l'exemple du bus. Maintenant, système de diagnostic médical automatique. Hein? Donc, la même chose, mesure de performance, un système de diagnostic médical, la mesure de performance, ça peut être par exemple le rétablissement des patients. C'est-à-dire si on veut voir entre deux systèmes de diagnostic médical, quel est le meilleur. Donc, vous voyez, à chaque fois que je parle de mesure, j'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe avec cette souris? Rétablissement des patients. Donc, nous avons deux systèmes de diagnostic ou plusieurs. Après, on veut voir quelle est la performance de ces systèmes. Alors, la majorité des patients qui ont été diagnostiqués avec ce système-là, ils se sont rétablis. Alors que la majorité qui ont été diagnostiqués avec ce système, la majorité ils sont restés malades. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas été bien diagnostiqués. C'est-à-dire que leur problème médical, leur problème de santé n'a pas été bien détecté, etc. Voilà. Donc, ça peut être minimisation des coûts. Celui-là, il prend un peu plus d'énergie, plus de matériel sophistiqué, alors que celui-là peut-être moins de. Donc, il y a, et l'objectif, c'est quand je fais un système, je minimise aussi les coûts. Hein. Supposons que nous avons deux systèmes qui font la même chose, exactement la même chose, sauf que le coût de celui-là est plus élevé que celui-là. Dans ce cas-là, je prends celui-là. Je prends celui-là. Il y a le coût minimal. Voilà. Ça peut être une mesure de performance. L'environnement pour ce système, ça va être les patients au niveau de l'hôpital, le personnel, par exemple, soignant, les médecins, etc. Les effecteurs pour ce système-là, l'effecteur, ça va être l'action d'affichage, par exemple. L'effecteur, ça va être l'affichage à travers son écran. Les tests, l'effecteur, ça va être les tests demandés qu'il fait, c'est-à-dire les tests sanguins, etc. Les diagnostics, qu'est-ce qu'il est en train de diagnostiquer? Les traitements, c'est-à-dire l'ordonnance finalement, les traitements. Quels sont les médicaments qu'il affiche pour tel diagnostic, etc. Les capteurs, ça va être le clavier de ce système-là. S'il y a un clavier où on fait rentrer les symptômes, etc. Les observations, ça peut être les réponses des patients, ça peut être aussi les images introduites, le scanner aussi, s'il y a un scanner, donc les images radiologiques, etc. Donc, la même chose ici, on définit un certain nombre on définit les 4 aspects d'un agent, que sont la mesure de performance, l'environnement, les effecteurs et les capteurs, quel que soit l'agent qu'on est en train de concevoir. Voilà. Le modèle PEAS, on a déjà parlé de ça. Donc, nous avons dit que la mesure de performance est plus. Par la suite, la mesure de performance en sortie, c'est la valeur de sa performance, c'est-à-dire la note qu'il a obtenue à la fin, pour dire que est-ce qu'il est performant ou non. C'est la note finale. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas les détails hein, pour comparer. C'est la note finale qu'il obtient. J'ai un problème avec la souris. Mais l'essentiel, donc ici, plus 1000, moins 1000, etc. Mais à la fin, la mesure de performance, c'est-à-dire ceci, ça m'aide à calculer la mesure de performance.
Mais à la fin, c'est la note finale qui me donne la mesure de performance de l'agent. C'est-à-dire que un agent qui rentre, qui rentre dans la grotte, voilà, pour chercher l'or, avec la même configuration, par exemple, les mêmes puits, les mêmes Wimpus à position 3. Le premier, il a fait, par exemple, généralement, il fait plus 500, généralement dans les environs de 500, et il sort avec, par exemple, les environs de 500. L'autre, les environs de 200, par exemple. Et donc, je peux dire que finalement, quel est le meilleur? C'est celui qui a le plus de points, c'est 500, qui est le plus optimal. On a parlé de l'environnement, des senseurs et des actionneurs. Voilà. Je vous ai parlé du spam, c'est aussi un agent. Donc, pour le spam, un agent spam, filter, c'est-à-dire le filtre de spam. La mesure de performance, ça va être, par exemple, minimiser les faux positifs et les faux négatifs. Voilà. Donc, les faux positifs, c'est quoi? C'est quoi les faux positifs? Vous suivez? Les valeurs prédites positives qui sont et que le résultat est faux. C'est-à-dire que finalement, c'est un. Les faux positifs, c'est-à-dire qu'il dit que c'est un. Alors, il dit quoi? L'agent, il va dire que cet email, ce message-là, est un spam, C'est valide. alors que ce n'est pas Merci. spam ou bien le contraire. Les faux positifs. يقول باللي هو سبام مي ماهوش سبام. Voilà. Et les faux négatifs? يقول باللي ماهوش سبام مي هو سبام. Voilà. Donc, essayez de. C'est une mesure de performance, oui ou non? Oui. Oui. Voilà. L'environnement de l'agent, c'est le compte email lui-même. Ce n'est pas l'environnement de notre agent. C'est-à-dire il s'exécute au niveau du compte email. Après les actionneurs, quelles sont ces actions? Les actions pour ce programme, ce n'est pas un robot. Et donc, c'est quelque chose par programmation. Et donc, les programmations de marquer le message comme étant spam. C'est possible qu'il passe à l'action delete, par exemple, supprimer le message. S'il décide que c'est spam et qu'il a cette possibilité de supprimer les spams, il supprime ce message-là automatiquement. Les senseurs, ça va être, il reçoit tous les messages, incoming messages, c'est-à-dire tous les messages qu'il reçoit, et peut-être d'autres informations sur l'utilisateur du compte. Voilà. C'est possible qu'il utilise ceci. Tout dépend du spam, comment il est en train de travailler. Voilà. Alors pour les spams, l'agent spam, les premières versions de l'agent spam, on peut utiliser, maintenant ils sont allés vers le deep learning, etc. Mais les premières, ils utilisaient les naive Bayes, c'est-à-dire que c'est des probabilités. Donc ils ont un dataset où nous avons les messages et ils sont déjà classifiés spam, non spam. Après, on fait entrer tout ce dataset au niveau en utilisant naive Bayes, donc on calcule les probabilités de chaque message, de chaque terme, etc. Et par la suite, on calcule la probabilité qu'un message soit spam. Voilà. Voilà. Donc, ici, après les premières versions des spams, des agents de filtrage de spam, c'est des agents qui étaient basés sur naive Bayes, sur les probabilités conditionnelles. Voilà. Le suivant. Voilà. On revient vers notre propriété des agents, de l'environnement. Alors vous me dites quand c'est l'heure, vous me dites, parce que je ne vois pas l'heure, je n'ai pas devant moi l'heure. Vous me dites. Hein. عندنا 1h30. Oui, oui. هاي 3:30 تما. Ah, on l'a dépassé. Ouais. Bon, l'essentiel, on termine celui-là ou là, c'est comme vous voulez. On termine ce slide. Oui, d'accord. OK. Alors, pour les propriétés de l'environnement, nous avons observable, complètement observable, partiellement observable. L'exemple, jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, supposons que nous avons un programme agent qui joue au jeu d'échecs. Dans ce cas-là,
l'environnement, il est complètement observé. Il voit tout, toute la palette avec les pions, etc. Il voit tout l'environnement. Et dans ce cas-là, on peut dire que pour un agent qui joue au jeu d'échecs, c'est un agent qui a un environnement complètement observable. Il voit tout. Alors que pour une voiture autonome, c'est partiellement observable. Vous êtes d'accord? وي Voiture باسكو autonome. تشوف الطريق اللي قدامها برك. Oui, elle ne peut pas voir tout, toute la piste complète avec tous les véhicules qui circulent, non. Elle ne voit que ce qu'il y a peut-être derrière un petit peu avec les rétroviseurs. Ben non. Quand on dit rétroviseur, ça veut dire que finalement, c'est des caméras, puisque c'est une voiture autonome, hein. Donc, nous avons des caméras qui nous donnent une vue derrière, mais ce n'est pas tout c'est juste, par exemple, le véhicule qui est juste derrière, etc. La même chose pour avant. On ne peut pas voir à l'infini comme ça, voir toute la piste. Donc, c'est partiellement observable. Pour déterministe, non déterministe, la même chose. Pour déterministe, non déterministe, nous avons dit que pour voilà. Nous avons dit que déterministe, ça veut dire que je sais déterminer, je sais que voilà que ce que je vais faire, que ce que je vais faire, je sais quel va être le résultat de mon action. Je sais, par exemple, un agent aspirateur, s'il n'y a pas de problème, etc., j'ai des saletés, une certaine quantité de saletés. Quand je fais aspirer, l'action aspirer, automatiquement, après l'action aspirée, ça va être propre. Donc, l'endroit doit être propre. Donc, c'est quelque chose de déterministe. C'est-à-dire, je sais ce qui va se passer après mon action. Stochastique, non. Stochastique, je ne peux pas. L'exemple, c'est la voiture autonome. Supposons que bon, j'ai regardé un petit peu dans l'environnement, en face par exemple, et je veux doubler un autre véhicule. Donc, je commence à doubler. Donc, le fait de doubler, ça veut dire accélérer plus. Et dans ce cas-là, je me retrouve avec une personne qui va traverser un piéton, qui était imprévu. Un piéton qui rentre dans la voiture, je veux dire, qui veut traverser la route. Et donc, c'est quelque chose d'imprévu. Et donc, finalement, le résultat de son action, c'est que son action, il a commencé à accélérer, mais par la suite, avant de terminer de doubler le véhicule, il sera obligé de freiner et de s'arrêter. Il sera obligé de freiner. Et donc, finalement, c'est quelque chose de stochastique, c'est-à-dire que je fais mon action, mais le résultat de mon action n'est pas forcément connu à l'avance. On ne peut pas prévoir. C'est clair, cette histoire de stochastique déterministe? Oui. Donc, c'est avec une certaine probabilité. J'aurai tel résultat avec une certaine probabilité. C'est clair pour stochastique déterministe? Oui, madame. Voilà. Maintenant, épisodique séquentiel, c'est quoi? Épisodique, ça veut dire que ce que je fais maintenant n'a rien à voir avec ce que je vais faire ne va pas influer, je veux dire. Ne va pas influer. Voilà. Supposons que nous avons, par exemple, le prochain épisode, bon, je vais vous donner un exemple. Supposons exemple, voilà, il y a un exemple ici, détection des pièces défectueuses dans une chaîne de montage. Nous avons une chaîne de montage et nous avons un robot qui va essayer de détecter les pièces défectueuses et les mettre à part. Voilà. Donc, il a pris la première pièce, il a trouvé, elle est bonne, il l'a fait passer. Et la deuxième, quand elle arrive, elle est mauvaise, il l'enlève, il la met de côté, et vient la troisième. Le fait qu'il a trouvé la deuxième défectueuse, cela ne veut pas dire que la troisième va être défectueuse. Vous êtes d'accord? Oui? Oui, oui. Ok, donc c'est épisodique. Chaque épisode, il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas d'influence. Il n'y a pas d'influence entre les épisodes. Alors que quand c'est séquentiel, si. Séquentiel, il y a, c'est-à-dire ce que je vais faire maintenant va influer sur la suite, et ce que j'ai fait avant a influé sur ce que je vais faire maintenant. Donc, c'est un environnement séquentiel. Est-ce que c'est clair? Pour la voiture autonome.
Si je vais accélérer, cela veut dire que je vais arriver dans 1 minute pour telle destination. Si je ne vais pas, donc je sais ce que, il y a une influence sur la suite. Le fait d'accélérer, ça veut dire que ça va influer aussi sur le temps, etc. Donc ça, c'est juste un exemple. Mais l'essentiel, une action que je fais maintenant influe sur la suite de mes actions. Il y a une influence. Et c'est pour ça qu'on parle d'environnement séquentiel. Il y a une certaine séquentialité. Statique, dynamique, c'est simple. Statique, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement au niveau de l'environnement. Dynamique, si. Pour les mots croisés, c'est statique. C'est statique, malgré que. Alors, malgré que quoi, d'après vous? Jeu d'échecs, les mots croisés. Jeu d'échecs ou bien mots croisés. Alors, Pourquoi jeu d'échecs statique? vous me dites, jeu d'échecs. Parce qu'on a 8 fois 8 sur le banc. Oui, oui. هذه هي. Oui, Donc oui. l'environnement. Mais nous avons les pions, le cheval, le roi, etc., la reine. ايه مين بصح نعرفوا البوزيسيون تاعها Voilà. ما نعرفش Donc, يكونوا زعما relativement statiques, les jeux d'échecs, par exemple. C'est statique. À part que il y aura peut-être un changement suite aux actions de l'agent lui-même. C'est-à-dire l'agent, il déplace le pion, il déplace le cheval, le chevalier, comment on appelle ça, il déplace le roi, etc. Donc, il y a certaines modifications suite à l'action de l'agent. Mais l'environnement lui-même n'a pas changé. Donc, on peut dire que jeu d'échecs, c'est un environnement statique. Donc, on ne prend pas en considération les actions de l'agent quand on parle de statique dynamique. Hein. Voilà. Un agent qui fait les mots croisés, la même chose. Nous avons la même grille avec les mêmes mots croisés, etc. À part quand on recherche ce qui est vide. Donc, c'est le même environnement qui est en train de. C'est le même environnement, ça n'a pas changé. On ne prend pas en considération le résultat des actions de l'agent. On parle pour dire est-ce que c'est statique. Vous avez compris cette remarque? بصح سي الميم برانسيب ميم برانسيب تاع complètement observable ou partiellement observable. Non, 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 ce n'est pas la même. Non, 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 non. Constater Non. تاع Ça peut, observable non. Statique, son environnement ne change pas, ne change pas, mais ça peut être partiellement observable. Ne change pas. Dans la partie où il est en train de travailler, l'environnement ne change pas. Donc, non, c'est différent. Complètement, il voit tout. Alors que quand on dit statique, c'est dans le sens que l'environnement ne change pas. Mais c'est possible que complètement observable, statique, partiellement observable, statique, complètement observable, dynamique, complètement observable, partiellement observable, dynamique. C'est deux idées différentes. Statique, ça veut dire que ne change pas, l'environnement ne change pas. Les objets qu'il y a dans l'environnement, ou bien les agents, ou bien les véhicules, c'est-à-dire le nombre est le même. Le même. Les jeux d'échecs, on voit bien que les objets qui sont dans l'environnement ne changent pas. Maintenant, partiellement observable complètement, non, c'est que je vois la partie de l'environnement et dans cette partie-là, c'est statique. Je peux le dire. Ça veut dire que ça change. La partie que je vois, c'est statique. Oui, d'accord. Vous voyez discret continu, l'environnement discret, ça veut dire qu'on travaille avec des choses discrètes. Voilà, comme pour les jeux d'échecs, c'est discret. Nous avons les cases, déjà, c'est discret. Nous avons les objets quand on manipule les pions, etc., c'est aussi discret. C'est des objets différents comme ça. Alors que pour la voiture autonome, elle manipule des mesures, etc. Certaines choses qui sont continues. Bon, il y a des choses discrètes, mais l'environnement, ça peut être continu, la vitesse, etc. Les images qui proviennent, c'est un flux continu des images qui proviennent, etc. Donc, la même chose ici. Discret, c'est quand c'est comme pour les jeux d'échecs. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme environnement discret? Les mots croisés aussi, c'est discret parce que nous avons des cases, etc., des cellules, et chaque cellule contient. Donc, c'est discret. Mais voiture autonome, non, nous avons certaines mesures qui sont continues, comme par exemple la vitesse, etc. Et donc, les images.
etc., qui proviennent et qui sont continus, parce qu'il évolue aussi, parce qu'il avance aussi. Donc, il y a une continuité dans les variables qu'il manipule. Et bien sûr, la dernière pour l'environnement, c'est que soit nous sommes dans un environnement mono-agent, donc nous n'avons qu'un seul agent, et c'est possible qu'on est dans le multi-agent, par exemple. Multi-agent, ça peut être un système, plusieurs agents, pas forcément deux. Et mono-agent, un seul agent, par exemple, l'agent qui résout le problème des mots croisés. Multi-agent, le jeu d'échecs, bon, nous avons deux cas. Soit j'ai le cas jeu d'échecs, par exemple, un logiciel, un agent jeu d'échecs qui joue contre une personne physique, une personne réelle, ou bien nous avons un logiciel, jeu d'échecs, deux agents, jeu d'échecs qui jouent en même temps. Donc, si c'est deux agents qui jouent au jeu d'échecs, donc, dans ce cas-là, c'est multi-agent. Hein. Mais si nous avons un agent qui joue contre une personne, dans ce cas-là, ça devient un seul, mono-agent. C'est clair? Oui, c'est clair. Voilà. Donc, on s'arrête à ce niveau aujourd'hui. On continue la prochaine séance, ça va être samedi. Et on commencera, j'espère commencer la série 2 sur les agents la prochaine séance. On continue, on enchaîne avec le cours et on commence la série TD 2. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci, madame. Bien, oui.